Bonjour, je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous écoutez Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Le privilège blanc, notre histoire en question. Podcast en 4 épisodes. Premier épisode, la controverse de Valladolid. Le privilège blanc. Voici un concept que certains connaissent et pour beaucoup, il est assez vague, voire ignoré. Pourtant, il est primordial dans ces temps troublés pour la stabilité des pays composant notre monde. Il est aussi un concept indispensable à comprendre afin d'avoir une juste vision sur ce qui pousse beaucoup de démocraties occidentales à se laisser happer vers un autoritarisme identitaire, pour ne pas dire un certain fascisme. Je vais donc essayer pour ce nouvel podcast de vous expliquer ce qu'est le concept de privilège blanc. Je tiens à préciser immédiatement que ma démarche n'est pas de faire de la propagande. Je vais m'atteler à la lourde tâche de vous donner des éléments factuels, universitairement vérifiables, scientifiquement prouvés, et surtout les conséquences directes et indirectes de ce privilège. Vous constaterez que des actions datant de plusieurs décades et même siècles ont encore des conséquences. Je ne suis pas un clerc d'une quelconque église. Je ne serai donc pas dans la morale. En revanche, j'espère qu'à la fin de ce podcast, en 4 épisodes, vous comprendrez les enjeux qui traversent ce concept. Je ferai obligatoirement des impasses, des oublis. Il ne tiendra qu'à vous de continuer à approfondir ce sujet. Mais vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas, ne comprenez pas et surtout que le privilège blanc n'existe pas. Je commencerai ce podcast par la controverse de Valladolid. Le deuxième épisode s'intitulera « De l'opium au fentanyl ». Le troisième est intitulé « La systémie en boutonnière » et enfin le 4e et dernier épisode se nommera « La repentance, nouvel échafaud ». Alors commençons. Ce premier épisode est cette controverse de Valladolid. Mais en premier lieu, il est important d'expliquer le concept de privilège blanc. Il faut pour cela saluer le travail de celle qui a pour la première fois utilisé ce terme et qui a la maternité de sa création et diffusion. Je veux parler de Peggy McIntosh. Cette chercheuse émérite et universitaire américaine a produit 2 écrits fondateurs. Le premier, en 1988, ce mémoire dont le titre est, pardon pour mon mauvais accent américain, White Privilege and Male Privilege, a personal account of coming to see correspondences through work in women's studies, que l'on peut traduire par privilège blanc et privilège masculin, un écrit personnel sur la découverte des correspondances à travers le travail en études sur les femmes. Le second, en 1992, sera un essai dont le titre est, encore navré de vous faire saigner les oreilles avec mon French accent, White Privilege Unpacking the Invisible Knapsack, que l'on peut traduire par le privilège blanc, déballer le sac à dos invisible.
Dans ces deux ouvrages, Peggy McIntosh va démontrer et exposer une hiérarchie parcourant nos sociétés, et pas uniquement occidentales. Ce fait, pour le résumer sommairement, on peut dire qu'être un humain à la peau blanche dans notre monde actuel est un avantage. Je dis actuel car il est à espérer que ce fait va évoluer de génération en génération. Il me faut ici faire un point primordial pour la juste compréhension de mes propos à venir dans ces 4 épisodes de ce podcast. Et pour simplifier les choses, je vais faire une série de questions-réponses. Les réponses données sont des faits scientifiques, historiques, démographiques, génétiques, sociologiques, économiques, etc. Pas des opinions. Vous allez voir, cela va être très facile à suivre. Question 1. Dans notre monde, dans son ensemble, est-il plus simple d'être blanc que noir, asiatique, arabe ou autre? Réponse: oui. Question 2. Cela veut-il dire qu'un blanc aura obligatoirement une belle vie? Réponse: non. Question: pourquoi? Réponse: parce qu'être blanc est un des éléments qui nous définit. Être un homme est un avantage dans nos sociétés par rapport aux femmes. Être né dans une famille aisée, cultivée, bourgeoise, pauvre, dans telle partie du monde, d'un pays, d'une ville, d'un quartier, notre région, votre sexualité, etc., tout cela va influencer votre destin en plus de votre couleur de peau. Question. Si tant d'éléments doivent être pris en compte, pourquoi l'indicateur de la couleur de la peau est-il si important? Réponse. Ne pas avoir à lutter pour plus d'égalité salariale, ne pas avoir à subir des contrôles aux faciès, ne pas avoir à monter des stratégies pour dissimuler votre nom, votre lieu de vie, pour décrocher un simple entretien d'embauche et beaucoup d'autres embûches dans votre vie. Donc, tout cela vous arrive moins lorsque vous êtes blanc. Et donc, vous simplifiez votre existence. Question. Pourquoi, par exemple, un jeune blanc va-t-il changer son lieu de résidence pour être embauché, alors que si je suis le raisonnement du privilège blanc, il ne devrait pas en avoir besoin? Réponse. Nous avons tous, dans les villes où nous vivons, des quartiers que nous dirons chauds, voire malfamés. Vivre dans ces quartiers vous colle une image négative, malgré vous. Alors certains vont mettre sur leur CV une autre adresse, mais sans invoquer de la délinquance, d'autres facteurs peuvent vous discriminer via la ville où vous êtes domicilié. Je vais vous donner ici un exemple, Lyon et Saint-Étienne. Beaucoup de candidats stéphanois pour un job à Lyon vont donner une adresse lyonnaise ou du moins dans la périphérie lyonnaise. Non que la rivalité entre ces deux villes entre ici dans des décisions d'embauche. Non, tout simplement les bouchons monstres et les problématiques ferroviaires entre Saint-Étienne et Lyon font que les employeurs vont rechigner à embaucher car les retards sont récurrents. Question. Je suis blanc et je ne me sens pas privilégié. Tout ceci n'est-il pas une excuse inventée par des émigrés assistés? Réponse. Votre privilège est tout entier dans cette question. Et oui, vous ne ressentez pas le besoin de vous justifier. Et cela grâce à votre couleur de peau. Et ça, c'est un privilège. Question. Mais alors, quel est ce privilège dans mon quotidien? Réponse. Une liberté d'esprit qui permet de plus s'épanouir, avoir de l'énergie pour ses projets professionnels et personnels, s'émanciper des différentes charges mentales. Question. Cela veut dire quoi au quotidien?
Réponse. Lorsque, par exemple, vous êtes un jeune noir ou arabe en France, vous avez 5 fois plus de chances d'être contrôlé par la police. En 2017, Jacques Toubon, qu'on ne peut pas qualifier de gauchiste, alors défenseur des droits dans notre pays, avait commandé une étude sur le sujet des contrôles aux faciès. Et il est apparu, tenez-vous bien, que 80% des jeunes noirs ou arabes avaient subi un contrôle dans les 5 dernières années. Ce fait indiscutable change votre rapport au monde lorsque vous êtes racisé. Mais cela, nous l'aborderons plus tard. Fin de ces questions et réponses. Or donc, si on les résume, il y a un réel avantage à être blanc dans notre société, mais résumer l'ensemble de nos emmerdes quotidiennes à notre couleur de peau et nier tout le reste. Mais alors pourquoi ce privilège blanc est-il si prédominant dans tout ce qui représente nos discriminations au quotidien ? Car je suis persuadé que si vous m'écoutez et que vous pouviez échanger avec moi, vous me raconteriez tout ce qui vous agresse, rabaisse, discrimine dans vos vies. Et l'âge, le handicap, le genre, le milieu social et j'en passe sont aussi, nous sommes d'accord, des facteurs parfois lourds à vivre. Je pense que pour comprendre ce que représente être blanc pour nous, qui le sommes, et pour ceux qui ne le sont pas, il faut connaître la controverse de Valladolid. Homines ex animati renentionem queriti Iisus adestut vos Homines infames ante splendorem virorum Dei, qui venerunt utque observarent adorate. Sanguis tuus in pulsam, novam terram sanctam ligabitut corona regis tui mille luminibus fulgiat. Sanguis tuus in pulsam, novam terram sanctam ligabitut corona regis tui mille luminibus fulgiat. Fluat sapientia nostra ad salutem nostra. Vous venez d'écouter Notre Salut.
Tout d'abord, Valladolid, c'est quoi? Il faut plutôt se dire c'est où, car Valladolid est une ville importante du nord-est de l'Espagne. En 1550, son université fut le théâtre de débats théologiques qui aboutiront à une situation qui a encore aujourd'hui d'importantes conséquences. Oui, vous entendez bien. Plus de 5 siècles après le déroulement de cette funeste opposition théologique, nous payons toujours ce sur quoi elle aboutira. Je vais rapidement contextualiser et expliquer ce qu'est cette controverse de Valladolid. Car l'important ici en sont les décisions finales et ce qui en découlera. En premier, quoi, pourquoi et qui. Le roi d'Espagne, le roi Charles Quint, dont le pays profite ô combien de la découverte et du pillage de l'Amérique du Sud, se trouve face à des difficultés grandissantes de la part des colons. Or se grèvent des questions morales quant au traitement des habitants premiers du continent. Accompagnés par la papauté, ils vont mettre en place ce grand débat théologique à Valladolid. Vont s'affronter deux visions de ce qui fait humanité, et donc qui a une âme et qui n'en a pas. Et donc, qui peut être sauvé par le Dieu chrétien? J'entends par cette phrase le préposé que nos âmes étant issues de la chair indirectement d'Adam et Ève, donc originalement pécheurs, Dieu et son Fils Jésus peuvent sauver les pécheurs. Mais pour cela, il faut avoir une âme à sauver. Or, la question est soulevée par les populations rencontrées par les conquistadors et les colons qui les suivirent. Sont-ils pourvus ou pas d'une âme? Si ce n'est pas le cas, ce sont des animaux, du bétail, ils peuvent être traités comme tels. Et quand ce débat eut lieu, ce sont déjà des millions d'Amérindiens qui auront été tués, massacrés. En revanche, donc, s'ils sont dotés d'une âme, ils doivent être pris en considération comme des enfants de Dieu et doivent être accueillis dans la famille de l'humanité et non plus asservis comme c'était le cas jusque-là. Bartholomé de las Casas, dominicain, défenseur des Indiens, affrontera le théologien Juan Grines de Sepúlveda sur cette question de la possession ou non d'une âme des Amérindiens. La fin de ces affrontements théologiques ne sera pas réellement tranchée. Pourtant, il sera entendu qu'au final, ils ont une âme. Vous me direz alors que tout est bien qui finit bien. Malheureusement non. Et vous allez comprendre la perversité des choses et surtout, toucher du doigt pourquoi une bascule historique se produira de cette controverse et pourquoi la prédominance blanche dans ce que nous appelons progrès de l'humanité n'est en réalité qu'une horreur absolue. Commençons par ceux nouvellement détenteurs d'une âme. Leur sort ne fut pas pour autant radieux. Ils furent spoliés de leurs terres, n'étant plus des esclaves dignes de ce nom, ils devinrent des travailleurs dont le rang sur l'échelle sociale d'alors n'était que le barreau au-dessus de l'esclavage. Surtout, le camp qui l'emporta dans la controverse de Valladolid, accordant une âme au peuple autochtone, servait encore et toujours la couronne et la papauté. Or, s'ils avaient une âme, il et elle devaient donc être convertis au catholicisme. Conversion certes moins brutale qu'avec les conquistadors, mais tout de même obligatoire, coupant tous ces peuples de leur histoire, de leur culture, de leurs croyances, de leur langue. Dans une interview, Jacques Vergès
dépeint l'autre visage du colonialisme, celui d'effacer même l'identité d'un peuple. Il disait « Apporter la civilisation, ce n'est pas parce que l'Europe, à un moment donné, a acquis une avance technologique qu'elle peut proclamer que les autres ne sont pas civilisés. » Puis, il dit ceci. Certains disent « On leur a apporté la culture ». On ne leur a pas apporté la culture, on a nié la culture locale. Et dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition, la culture locale est devenue du folklore, et la langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essaient d'imposer leur culture et leur tradition. Fermez les guillemets. Ce passage de cette longue interview de cet avocat sulfureux nous jette néanmoins au visage ce que veut dire la colonisation. Qu'elle soit violente ou en douceur, elle est l'antithèse de la découverte et de l'échange. Elle est une volonté d'imposer, de remplacer totalement ce qui est préexistant. D'ailleurs, ne nous trompons pas, ceux qui parmi nous croient dans le fantasme du grand remplacement ont peur de ce fait, car nous savons ce que veut dire colonisation. Qu'elle soit passée, présente, avec le tourisme par exemple, ou à venir, elle est toujours synonyme d'horreur, d'injustice et de négation de l'humanité. Or, un résultat encore plus pervers découla de la controverse de Valladolid, celui de la justification de la traite négrière. Mais à nouveau, pour comprendre ce que veut dire à cette époque la traite négrière, il faut surtout se poser les questions autour du pourquoi. Tout d'abord, il nous faut effectuer un exercice intellectuel compliqué, celui d'imaginer un temps pré-industriel. En ces époques, pas de mécanisation, et surtout l'énergie était en grande partie humaine. Si les moulins à vent et à eau existaient, si les chevaux et autres animaux domestiques fournissaient un travail non négligeable, la première source de travail et donc d'énergie pour les actes effectués était l'homme. Et même quand la vapeur s'installera avec la révolution industrielle qui lui sera connexe, les bras humains resteront encore prépondérants pendant de longues décennies. Il fallait donc des animaux de bas pour continuer l'expansion des empires européens, car en ces temps, les pays européens se faisaient beaucoup la guerre militaire, guerre culturelle, guerre commerciale et guerre religieuse. Car il en va toujours du même cycle dans l'économie d'un pays. On commence par solliciter les pauvres pour vivre une nouvelle vie dans les colonies. On compte aussi sur ceux voulant tenter leur chance, les aventuriers. Puis on fait appel à la force de travail des étrangers. Or, ce qu'il faut retenir de la controverse de Valladolid est qu'un pacte funeste entre les empires européens et la papauté ont octroyé une âme aux habitants premiers de l'Amérique du Sud, mais pour mieux les convertir au catholicisme et les dissoudre dans le monde occidental, mais scellant par là même le sort des peuples noirs africains. Ils seront réduits en esclavage, vendus, déportés, génocidés, et cela pour apporter les bras nécessaires aux expansions des empires. Naîtront de ces exodes forcés les populations noires des Caraïbes, par exemple, les mélanges d'ethnies dans le monde entier, et l'extinction de populations premières, grands remplacés par les esclaves noirs importés par leurs maîtres blancs. Dans l'Amérique du Nord, Valladolid n'a pas eu la même place, et les populations amérindiennes furent massacrées. Regardez les films de cow-boys hollywoodiens. Ce ne sont, si vous avez l'œil conscient, pas des réalités historiques. Ce sont des tentatives de justification de massacres génocidaires.
Comprendre cet événement permet de voir notre monde démographique pour ce qu'il est. Une construction autour du privilège blanc. Lorsque vous regardez par exemple des images sur Haïti, la Martinique, le Brésil et tant d'autres pays, vous voyez là des populations fabriquées par la main de nos pays. Nous avons envoyé les peuples africains partout dans le monde, comme nous enverrions de nos jours des colliers remplis de fast fashion. Mais croire que ceci est d'un autre temps, non. Je rappelle qu'il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que commencent à fermer les zoos humains en Europe. Que sa dernière manifestation de zoos humains sera pendant l'exposition universelle à Bruxelles. Et tenez-vous bien, en 1958. Oui, 1958. Et en France, l'épisode honteux du village de Bamboula, inauguré en 1994 en France donc, qui heureusement sera condamné et fermé, montre que cette manière de considérer les peuples racisés comme des objets n'est pas de l'histoire ancienne. Alors, ce qu'il faut retenir de ce premier épisode est que la notion de privilège blanc s'ancre dans l'histoire de l'Occident et qu'il a façonné notre monde actuel d'une telle manière que ce qui est normalement de l'ordre du drame nous apparaît comme la norme. Et c'est ce fait qui entraîne nombre des tensions que nous connaissons dans nos sociétés actuelles. Mais alors, comment, au-delà de la création de nouvelles populations locales, notre transformation de ce monde à notre image occidentale nous impacte encore de nos jours? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain épisode qui s'intitulera « De l'opium au fentanyl ». Je m'appelle Gilles Rossary-Langlais et vous venez d'écouter La controverse de Valladolid. Premier épisode de Le privilège blanc, notre histoire en question. Podcast en 4 parties. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion. Tous mes remerciements à vous qui écoutez mes podcasts et n'oubliez pas de les liker, partager et d'en parler autour de vous. Merci au photographe Laurent d'Oliveira pour la photo originale, montage photo grâce au logiciel Banana et Imagen, vidéo et présentation des épisodes réalisés grâce au logiciel VO3, Agen et Canva. Musique du générique composée et interprétée par Ndong. Interlude musical, texte de Gilles Rossary-Langlais, composition Gilles Rossary-Langlais et le logiciel Suno, interprétation par le logiciel Suno. Écriture et lecture du podcast Gilles Rossary-Langlais. Au monstre que nous sommes, le podcast d'humeur et d'opinion.